TVT au cœur de l'information. Au sommaire de ce journal, la lutte contre l'extrémisme violent, le Togo met des stratégies en place. Des réunions sont organisées, des sessions de formation à l'endroit des membres du comité régional transfrontalier. L'ouverture des travaux en début de ce journal. Journée mondiale de la radio, édition 2022, radio et confiance, c'est le thème retenu par l'UNESCO pour célébrer l'événement. Et à l'ère des réseaux sociaux, la radio est-elle toujours gage de confiance? En savoir plus dans ce journal. Et puis, les amoureux célèbrent la Saint-Valentin ce 14 février, échange de cadeaux, renouvellement de vœux. En tout cas, il y a de l'amour dans l'air. La Saint-Valentin à Lomé, c'est à suivre en fin de journal. Voilà pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous. Mais d'abord, le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, effectue une visite officielle à Monrovia, au Libéria. Le chef de l'État assiste avec d'autres dirigeants ce 14 février à la cérémonie de lancement officiel des festivités commémoratives du bicentenaire de la fondation du Libéria. Le président de la République est l'invité spécial de cette commémoration, ce qui témoigne du sens de leadership qui lui est reconnu dans la sous-région ouest africaine. Le gouvernement togolais multiplie ses actions en matière de lutte contre l'extrémisme violent, un fléau qui nécessite une collaboration qui va au-delà de nos frontières. C'est à cet effet qu'est organisée une séance de travail et de structuration des membres du comité régional d'alerte précoce des conflits communautaires. Gérard Lagoudou nous en dit plus. Pas de répit pour les membres du comité transfrontalier régional de prévention de l'extrémisme violent zone Burkina Faso, Bénin et Togo. Plusieurs mécanismes ont été mis en place par le gouvernement togolais, notamment le CIPLEV, comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent pour mieux faire face aux défis sécuritaires qui se posent. D'où la mise en place du présent comité de 15 membres issus de la région des Savanes pour appuyer les efforts du gouvernement dans cette lutte. Disons que dans l'ensemble de la sous-région, la situation sécuritaire est très inquiétante, surtout avec les avancées et l'expansion surtout des groupes terroristes vers les États côtiers. Donc le CIPLEV a pour objectif de faire collaborer la population et les forces de sécurité dans la lutte et la prévention contre l'extrémisme. Lors de la formation d'octobre 2020, pour renforcer les capacités de ces comités préfectoraux et communaux, donc, il a été créé à la fin de l'atelier un comité pour lutter efficacement et de prévenir, de détecter les risques même liés à la radicalisation et à l'extrémisme violent dans les pays transfrontaliers, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo, dans un vaste projet. À cette rencontre, deux communications vont meubler les échanges sur les mécanismes d'alerte précoce des conflits communautaires, des risques de radicalisation et d'extrémisme violent. Chaque participant sera doté d'un cahier de charges à l'issue des travaux. D'abord, un module sur la situation sécuritaire, l'avancée des groupes terroristes et les dernières informations liées au terrorisme, djihadisme, extrémisme violent. D'abord. Et le deuxième module va se charger de leur donner les techniques d'élaboration d'un cahier de charges et d'un plan d'action. Ici, ils auront à travailler de concert avec les comités transfrontaliers du Bénin et du Burkina Faso. Donc, ils doivent avoir un cahier de charges, avoir un plan d'action sorti d'un budget pour leur permettre de s'inscrire dans la ligne droite de la prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme dans notre pays. Les présents travaux s'inscrivent dans la mise en œuvre du programme d'appui à la prévention des conflits communautaires et de l'extrémisme violent dans les zones transfrontalières du Burkina Faso, Bénin et Togo, piloté par l'OIM et le PNUD avec le financement du programme des Nations Unies pour la consolidation de la paix.
Un autre phénomène à éradiquer, la traite des personnes qui touche de nombreux pays, dont le Togo. La situation est alarmante. L'expertise des partenaires, à l'instar de la France, va certainement aider à supprimer ce fléau. Les magistrats sont mis à contribution. Christine Petekialoudé. Pour l'accueil des personnes par contrainte, le placement d'enfants dans les maisons, les carrières de sable, de gravier et au marché, en interne ou à l'externe, à des fins économiques sont quelques manifestations de la traite des personnes. Le phénomène est transnational et touche plusieurs pays. 20 magistrats bénéficient de l'appui d'Expertise France pour une lutte plus efficace. La lutte contre la traite repose sur au minimum 3 piliers. Il y a la prévention. Nous avons la protection, c'est la chose vraiment qui est visée. Comment protéger, comment assister les victimes qui sont en détresse. Et nous avons les poursuites et répression. C'est-à-dire qu'il faut poursuivre les trafiquants nécessairement, poursuivre les trafiquants et les réprimer également, aller prendre les amener à être jugés et à être condamnés. On doit parler de la coopération internationale. On enseigne également aux gens comment faire la détection de la traite. Quels sont les indicateurs sur lesquels on peut s'appuyer pour savoir si tel est victime ou non de la traite. Et ces indicateurs seront appliqués aux frontières, par exemple. Au titre des efforts déjà engagés par le Togo, on cite le Code pénal de 2015, le Code de l'enfant de 2005. Le Togo a aussi adhéré à la Convention de Palerme contre la criminalité transfrontalière. Récemment, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes est aussi mise en place. Sur le cadre institutionnel et législatif, le Togo a fait beaucoup d'efforts. Depuis 2005, le Togo avait une loi sur la traite des personnes. Et au-delà de ça, sur le plan social, il y a les centres de prise en charge qui accueillent. Il y a le financement de certaines actions de prévention de la part du gouvernement, bien sûr, sur le terrain, afin de prévenir les déplacements risqués et dangereux des enfants aussi bien que des femmes. Le projet a reçu l'appui de l'Union européenne. 5 pays du Golfe de Guinée bénéficient de ce projet prévu pour durer 4 ans. Direction région de l'Akara, où le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo a passé en revue les activités réalisées depuis la mise en place de son conseil d'administration. Un bilan pour évaluer ses forces et faiblesses pour de nouvelles perspectives. Nestor Mouzou. Le RENAT, une organisation thématique qui rassemble les acteurs des fermes et centres de formation agroécologique, des ONG, associations et entreprises agricoles et des producteurs individuels qui promeuvent l'agroécologie au Togo. Son conseil d'administration actuel a pris fonction le 3 novembre 2020 à Saint-Cassé. Cette rencontre au Centre international de développement agropastoral SIDAP de Baga à Niamtougou a pour intérêt de regarder dans le rétroviseur les activités menées durant les 15 derniers mois. Grâce à l'appui des partenaires comme Terre et Humanisme et Agronomes et Vétérinaires sans frontières, nous avons sensibilisé les populations sur les alternatives au glyphosate. Aujourd'hui, l'agriculture intensive nous amène à produire tout en détruisant notre nature. Les produits chimiques affectent négativement aussi bien les distributeurs de ces produits, les utilisateurs que les consommateurs. Ce n'est pas l'État qui viendra dire ne faites pas, c'est nous qui devons prendre conscience et accompagner l'État. La rencontre de Baga est aussi l'occasion pour le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo de discuter des perspectives. D'abord, c'est pour continuer le travail que nous avons commencé par rapport à la sensibilisation. Ensuite, nous devons nous structurer davantage. Et parce qu'aujourd'hui, quand on parle de santé agroécologique, il faut qu'il se distingue d'une simple ferme. Et donc, dans nos perspectives, nous pensons faire les aménagements. Et dès que c'est fait maintenant, faire des productions agroécologiques et qui permettront aux populations de consommer sain. Le RENAT est créé en 2015. En plus de sa vision, qui est la promotion des modes de production respectueux de l'environnement, ce réseau s'est assigné comme mission la formation et le renforcement des capacités des membres, des visites d'échange, des recherches-actions, le développement du partenariat et la mobilisation des ressources pour les membres.
Actualité à l'étranger, au Mali, ce n'est qu'un projet de loi. Pour le moment, un projet de loi qui interpelle la junte au pouvoir au Mali. Selon le test, le colonel Assimi Goïta ne pourra pas être candidat à la future élection présidentielle. En revanche, il pourrait rester au pouvoir plusieurs années supplémentaires. La transition sera-t-elle plus longue que prévu au Mali ? Selon un projet de loi examiné en ce moment par le Conseil national de transition, le pouvoir militaire envisagerait de se maintenir au pouvoir 4 à 5 années supplémentaires. Il n'y aurait donc pas d'élection le 27 février prochain, comme le prévoyait initialement la junte. Un délai intenable, selon son chef, le colonel Assimi Goïta, investi président du pays lors du second putsch de mai 2021. Cette question de la durée de la transition et du retour au pouvoir des civils est au cœur d'un bras de fer entre les autorités maliennes et la CEDEAO. La raison de son isolement sur la scène internationale et des lourdes sanctions économiques qui lui sont infligées depuis début janvier. Une question centrale aussi pour l'opposition qui redoute que le nouveau texte soit taillé sur mesure pour le colonel Goïta. Nous estimons que c'est le peuple, l'ensemble des forces vives de la nation qui doivent collaborer ensemble pour pouvoir faire une nouvelle charte. Réunis cette semaine, plusieurs partis politiques d'opposition ont annoncé qu'ils ne reconnaîtraient plus la transition à partir du 25 mars. Le projet de loi stipule par ailleurs que le colonel Goïta ne pourra pas être candidat à la future élection présidentielle. Signe d'apaisement pour certains, simple effet d'annonce pour le cadre des partis pour une transition réussie qui rassemble une dizaine de mouvements politiques. Pour la première fois, un article est inséré pour parler de vacances. Et quand l'article dit aussi que le président et le premier ministre ne peuvent pas se présenter, mais c'est dans l'exercice, et s'il démissionnait, il n'est plus président. Donc il y a des malices. Et cela, nous ne pouvons pas être comptables, n'est-ce pas, de ce qui peut se passer. Le texte adopté vendredi soir en Conseil des ministres prévoit aussi la suppression du poste de vice-président de la transition, une mesure qui renforcerait les pouvoirs du colonel Goïta. Autre annonce, l'adoption d'une amnistie en faveur de tous les acteurs ayant participé aux 2 coups d'État. Le Bénin, de son côté, renforce la coopération sécuritaire avec ses voisins face à la recrudescence d'attaques. Le président Patrice Talon veut également activer l'état-major en vue d'une réponse commune avec les pays voisins pour faire face à la menace terroriste. En bref, encore semaine cruciale pour l'engagement français et européen au Sahel. Une réunion des ministres européens des Affaires étrangères est prévue ce lundi. Elle précède d'autres grands rendez-vous diplomatiques cette semaine. Des annonces sont attendues sur un probable retrait des soldats français et européens engagés au Mali et sur l'évolution du dispositif militaire. En République démocratique du Congo, 1 an après l'éruption volcanique, le cratère central dégage à nouveau des cendres toxiques. Les feuilles des plantes sont couvertes de cendres. Les autorités appellent la population à la vigilance. À première vue, les végétations de ce champ sont d'une brillance éclatante. Mais à y regarder de plus près, les feuilles de ces plantes sont couvertes de cendres, des cendres dont Kaombo Maronga a découvert l'origine avec amertume. Elles viennent du volcan Nyiragongo, situé près de son potager. Comme vous pouvez le constater, ici, c'est mon petit jardin où je cultive mes légumes. Mais en ce moment, c'est plein de cendres volcaniques. Je dois laver mes légumes pour enlever ces cendres, mais sans eau, je ne sais pas quoi en faire. N'ayant pas accès à l'eau chez elle, Kaombo Maronga est obligé de se déplacer pour trouver un point pour nettoyer ses légumes. Ici, l'eau est sale, mais pas le choix pour Kaombo. Il faut bien qu'elle nourrisse ses enfants. Une situation qui ne touche pas que les villages au pied du volcan, plus loin la ville de Goma. Ici, les habitants ont régulièrement affaire à ces cendres. Eric Migaboa en a fait l'expérience. J'étais surpris de voir qu'il y avait des cendres volcaniques qui... vraiment, ça pleuvait comme de l'eau, comme de la neige. Sur mon habit, il y avait vraiment la cendre. Et sur la peau, sur ma tête, un peu partout. Nous sommes en train de craindre que ça puisse produire des effets néfastes sur nos vies.
Face à la panique qui gagne les habitants, l'Observatoire volcanologique de Goma a dépêché ses scientifiques. Ils ont constaté une situation normale, suite notamment à l'éruption du volcan qui, en mai dernier, avait fait 32 morts. Mais ils préviennent la population, les cendres sont toxiques. Dans le cratère de Nyiragongo, depuis l'éruption du 22 mai 2021, il y a des plateformes résiduelles qui sont restées et suite à la gravitation, ces plateformes tombent dans le cratère. Et là, quand ça tombe dans le cratère, il y a un rejet de cendres volcaniques dans l'atmosphère. Il faut protéger les enfants, mettre à l'abri de ces cendres volcaniques, puisqu'il ne faut pas respirer ça. Ça va créer des problèmes au niveau de la santé. Si la dangerosité des cendres est bien réelle, les scientifiques écartent pour le moment la possibilité d'une nouvelle éruption. Le niveau d'alerte reste pour autant en jaune et la vigilance est de mise. Le 5 janvier dernier, l'Observatoire volcanologique de Goma a rapporté une augmentation de la température et des vibrations dans le cratère central. Santé au Togo avec le Covid-19. À ce jour, lundi 14 février 2022, la situation de la pandémie au nouveau coronavirus se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 36 688, 28 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 35 445, 300 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 972 et le nombre de décès est de 271. Et c'est signé le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'Accès universel aux soins, professeur Moustapha Mijiawa. Focus ce soir sur un jeune entrepreneur, un sérigraphe qui fait la différence. Un choix personnel puisqu'il est comptable de formation. À défaut, il s'est lancé dans la fabrication de t-shirts au modèle commandé. Marie-Reine Abeta, Antoinette Omao, Vauvor. Lui, c'est Jacobi Katanga. À 28 ans, il est titulaire d'un master en comptabilité, contrôle et audit. Il a décidé d'entreprendre il y a 12 ans. Il a choisi la sérigraphie. En 12 ans, il a réussi à se construire une identité. On le reconnaît à travers sa marque, JK Lion the Legend. Ma particularité, c'est de toujours fournir en fait les produits de bonne qualité à mes clients. Et j'associe également à la sérigraphie de l'art, du design pur, parfait, fait par moi-même. D'abord, la sérigraphie traditionnelle, c'est la sérigraphie qui se fait à main levée, où nous ouvrons un cadre à base de la soie et d'un cadre en bois, où nous utilisons des encres ou de la peinture. Contrairement en fait à la sérigraphie moderne, nous utilisons des machines pour peut-être faire un design ou bien illustrer, écrire un nom ou bien floquer quoi que ce soit. Jacobi conçoit et réalise tout dans ce 4 mètres carrés. T-shirts, casquettes, mais aussi tasses de thé et bien d'autres articles. Le jeune entrepreneur ne chôme pas. Les t-shirts sont un peu généralement vus comme des trucs importés. Alors pourquoi ne pas associer le local aux habits importés? Ça donne en fait un autre aspect au fait du t-shirt, ce qui intéresse beaucoup plus aussi les jeunes et les grandes personnes en fait de nos jours, voir le pagne et le t-shirt, les deux aller ensemble, c'est parfait. Pour les grandes commandes, Jacobi fait appel à la main-d'œuvre extérieure, souvent les jeunes de son quartier. Nous sollicitons des personnes en fait, qui viennent nous aider à faire des productions de grandes quantités, disons 500 000 t-shirts et beaucoup plus, où nous leur proposons en fait un paiement journalier. Jacobi espère, malgré son entreprise, jouir aussi du fruit de son diplôme, travailler aussi en tant que comptable en contrôle et audit. Une haute passion dont il ne se désarme pas. Presque chaque jour, des scandales défraient la chronique sur les réseaux sociaux, photos dénudées, vocales à caractère sexuel et autres, des dérives qui ouvrent la voie au harcèlement, au chantage. Qu'est-ce qu'on peut partager sur les réseaux sociaux et comment sécuriser nos données personnelles
Éclairage, Marie-Ange Bida. En un clic, photos, vocales, images et textes sont échangés. Des données informatiques transférées à longueur de journée entre amis, collègues ou proches. Les réseaux sociaux sont devenus viraux et s'installent dans notre quotidien. Mais seulement, beaucoup deviennent victimes de toutes sortes de menaces, injures ou de chantage sur la toile. Difficile de faire la frontière entre vie publique et vie privée. On peut partager une photo, mais quel type de photo? On peut partager une information, mais quel type d'information? Une photo osée peut vous poursuivre dans votre carrière plus tard. On l'a vu avec des témoignages. Et tout ce qui est partagé sur un réseau social ne s'efface pas. Ça reste à jamais. Même si vous contactez le réseau social pour qu'il le supprime, cette donnée-là reste parce que des gens en font des captures, des gens l'enrichissent et ça reste pour toujours. En tant que conseil, ne partagez pas quelque chose, un truc qui peut devenir compromettant plus tard pour vous. C'est très très important. Nombreux sont aujourd'hui les jeunes et même les adultes accros des réseaux sociaux. Il faut alors penser à sécuriser son matériel. Pour sécuriser des données informatiques, il y a plusieurs techniques, que ce soit par des mots de passe, par des logiciels en entreprise, pour sécuriser un ordinateur. Déjà, il faut sécuriser le matériel pour pouvoir sécuriser les données. Donc si on sécurise bien son matériel, les données seront sauvegardées. Aujourd'hui, un mot de passe simple ne suffit plus pour sécuriser un système. Il y a des logiciels, en plus du mot de passe, pour sécuriser un système. Il y a des clés USB qui te donnent des codes à rentrer dans un logiciel. Il y a l'empreinte digitale qu'on peut associer au mot de passe. Il y a la reconnaissance faciale. Il y a plein de méthodes qu'on ajoute aujourd'hui au mot de passe pour pouvoir sécuriser un système. Parce qu'un mot de passe, une personne peut mettre des milliers, des jours, des semaines, des mois, juste pour craquer votre mot de passe. Et il y arrivera tôt ou tard. Les réseaux sociaux, on ne peut plus s'en passer en ce 21e siècle. Mais l'on peut l'utiliser de manière responsable. Et cette information, pour poursuivre, il est porté à la connaissance des usagers de la route nationale numéro 5 qu'en raison des travaux de réhabilitation et de bitumage de la route Lomé-Palimé et de construction du poste de péage d'Akepe, au PK17, les opérations de perception des droits d'usage de la route sur le site précédemment aménagé au dit PK17 pour la circonstance sont provisoirement suspendues. En attendant la construction du nouveau poste de péage moderne d'Akepe au dit PK17, une nouvelle plateforme de péage provisoire sera aménagée à l'ancien site de péage de Zanguera afin de permettre à la Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER de reprendre dans un bref délai ses opérations de perception. Le ministre des Travaux publics compte sur le civisme des usagers et des populations riveraines pour le respect des dispositions prises à cet effet. Un communiqué signé Madame Zoureyatou Kassa Traoré. Et à Kara, les membres de la filière Carité du Togo renforcent leur capacité, donc ils approfondissent leurs connaissances. Une formation qui s'est tenue donc à Kara et qui a porté sur le thème la FICATO face aux défis de l'autonomisation économique de la femme rurale. Nestor Mouzou. Les participantes à la formation sont issues de 150 sociétés coopératives réparties dans les régions Plateau, Centrale, Kara et Savane. Elles sont formées sur les bonnes pratiques dans la gestion, le but étant de les amener à renforcer leurs capacités financières à travers les activités autour du Carité. Depuis la genèse de la filière Carité du Togo et eu égard au chemin que nous avons parcouru et continuons de parcourir avec le concours des uns et des autres, nous sommes confortés par la conviction selon laquelle on peut gagner le combat contre la pauvreté en milieu rural à travers les activités par rapport au Carité, a déclaré à la cérémonie d'ouverture Mme Elisabeth Sodolom Palichala, la présidente de la FICATO. Cette formation fait suite à la campagne de distribution du matériel de protection, de collecte et de transformation du Carité aux membres des sociétés coopératives à travers le pays.
Toute une série d'activités qui, selon la représentante du préfet de la COSA, Mme Elisabeth Pekpassi, rentrent dans la droite ligne de l'action gouvernementale pour réduire la pauvreté dans le pays. La FICATO est la plus grande organisation de femmes du secteur carité au Togo. Elle est membre de l'AGK, Alliance globale du Carité. Nous allons ouvrir à présent la page Saint-Valentin. C'est le 14 février, aujourd'hui, la fête des amoureux. La Saint-Valentin prend de nouvelles formes de nos jours. Tout le monde y va de son point de vue. Nous avons promené notre micro pour voir quelle perception les Togolais ont de cette fête. Propos recueillis par Abouza Dadja. C'est une fête d'amour. Les couples partagent leurs sentiments, leur bonheur et la joie de leur amour. À Saint-Valentin, on fête l'amour en fait. Donc, nous voyons la plupart des couples en ce jour du 14 qui s'habillent, les couleurs sont le blanc et le rouge. Parfois le rose aussi, ça passe. Et nous voyons beaucoup de jeunes et beaucoup de couples déjà mariés qui aiment vraiment fêter cela. Et bonne fête à tout le monde, parce que moi, je suis célibataire en fait. La fête de Saint-Valentin, selon moi, ce n'est pas une bonne fête pour tout le monde. On sait bien que cette fête, c'est pour les couples. Mais maintenant, à l'heure actuelle, c'est devenu autre chose pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est une fête qui est dédiée aux couples, aux amoureux, aux gens qui se sont déjà fiancés. Donc, de nos jours, les jeunes, nos frères, les étudiants, ils ont pris ça comme leur fête aussi. Ils fêtent ça le jour de Saint-Valentin. Tu vas voir partout en ville, les gens se sont habillés en rouge, blanc, qu'ils fêtent la fête de Saint-Valentin. Donc ce n'est pas une fête que les jeunes de terminale ou bien autres doivent fêter. Donc c'est une fête des grands. La Saint-Valentin, célébration de l'amour, est-elle réservée pour tous? De quoi s'agit-il concrètement? Le père René Tétégan nous explique. Il y avait le père Valentin qui, contre un souverain de ce monde, mariait les gens clandestinement. Parce que l'empereur là, Claude II, voulait réserver les plus virils à part pour d'éventuels combats en matière de guerre. Bon, le jeune prêtre s'y est opposé en les mariant, au point que cela est répondu ou correspondu à la volonté, enfin à ce que aurait voulu après le pape. Voilà pourquoi il a recommandé comme modèle, en christianisant la fête, on y fait la relecture de la préparation à triple dimension au sacrement du mariage. Alors, c'est une précieuse occasion pour nous d'exhorter les jeunes à ne pas se croire tout permis, parce qu'on parle de filles, garçons, mais plutôt à respecter les bonnes manières, les bonnes mœurs, pour que la fête soit ce qu'elle est. Il ne faut pas qu'elle soit détournée de son objectif. La Saint-Valentin, la fête des amoureux, c'est des cadeaux, des dîners romantiques et plein d'autres surprises. C'est aussi l'occasion de faire de bonnes affaires au marché des fleurs. Imician Agoro, Marie-Thérèse Nabédé, reportage présenté par Ulrich Amega. Le marché de fleurs à l'honneur. Un peu partout dans la ville de Lomé, les fleuristes font affaire. Il faut satisfaire les clients. Une tige de rose, c'est à 2000 francs. Il y en a à 2500. Donc, il y a certains qui ont la capacité, les moyens de payer ça. Souvent, quand il faut offrir des fleurs, il faut offrir les fleurs naturelles. Donc, les fleurs artificielles, c'est juste la décoration. Mais spécial pour la Saint-Valentin, il faut offrir des fleurs naturelles. Déjà à 6 heures, j'étais ici, il y a vraiment l'ambiance. Parce que j'étais ici, ça n'a pas duré. Beaucoup viennent chez moi faire leurs commandes. Certains ont déjà pris leurs commandes. Déjà à 9h du matin, Joëline, la vingtaine, est venue se procurer d'un bouquet de roses pour son amoureux.
dans cette boutique de fleurs. Comme c'est la fête des amoureux, moi aussi je suis amoureux. Donc j'ai fait cette jolie fleur pour mon chéri, pour lui faire plaisir. Maintenant il est dans son boulot. Je vais aller lui remettre ça. Et puis le soir il va revenir à la maison pour qu'on fête ça bien même. La Saint-Valentin, pour certains, une journée destinée au couple. Pour d'autres, c'est un jour comme tout autre. Ailleurs encore, on pense que c'est tout simplement le jour où l'amour du prochain est mis en exergue. Aujourd'hui, j'ai une robe de la couleur préférée de ma partenaire que je vais lui offrir dans la soirée, juste pour lui dire que je l'aime. Personnellement, je ne fête pas la Saint-Valentin. Moi, je pense que la Saint-Valentin, c'est une fête pour les personnes âgées. Je préfère le fêter en famille avec maman. Je dois offrir une fleur à maman. Fête des amoureux ou pas, l'amour est avant tout un sentiment qu'on nourrit et entretient au quotidien. Il y a de l'amour dans l'air. Bonne fête donc aux amoureux. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée.